Allez, bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vous fais un retour d'expérience sur la randonnée itinérante que j'ai effectuée donc, en juin et juillet 2022, donc il y a maintenant quelques mois. Je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, on va pas parler matériel. L'idée, ça va être de se focaliser plutôt sur d'autres sujets. Voilà, il y a énormément de vidéos de présentation de matériel de trek sur YouTube, fait par des gens qui présentent leur matos sûrement mieux que moi. Donc moi je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, voilà, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, voilà, si je vois qu'il y a une audience, je peux très bien faire une vidéo de ce genre, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Pour rappel, le 1er juin 2022, je me lançais sur une grande randonnée itinérante, donc de 1240 km, pour à peu près 61 000 mètres de dénivelé positif. Bon, ça c'est pour les chiffres, c'est pas le plus important évidemment. Donc c'est une itinérance à travers le Jura, le bassin du Léman et les Alpes jusqu'à la Méditerranée. Pendant 46 jours, j'ai donc vécu en itinérance dans des milieux très majoritairement montagneux, comme vous pouvez vous en douter. Cette vidéo elle sera divisée en deux parties. La première partie, ce sera un retour d'expérience. Je vous partagerai un petit peu ma vision des choses, disons quelques réflexions, quelques conseils entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et pour la deuxième partie, donc ce sera une partie FAQ avec les questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Bon, je vous le dis d'emblée, cette traversée, ça a été pour moi une aventure absolument incroyable. C'était complètement fou, c'était très très fort. J'en rêvais depuis des années et c'était d'autant plus fort pour moi que j'ai vraiment eu envie, on va dire, de suivre un tracé un peu particulier, un tracé que j'avais imaginé, bon, enfin en tout cas j'avais raccordé en fait différents sentiers, voilà, différents itinéraires, et l'idée c'était vraiment de me créer un petit peu mon itinéraire, avec aussi en incluant des sections hors sentier. J'ai vraiment eu la sensation de faire un truc un petit peu inédit. Voilà, c'était mon aventure. Évidemment c'est sans doute plus psychologique que factuel, puisque en soi je n'ai rien inventé, mais vraiment quand vous partez en trek comme ça, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à vous créer vos propres itinéraires. Je trouve que ça rajoute vraiment un côté magique. On sort des autoroutes, des itinéraires qui sont parfois très fréquentés, on peut aller chercher des choses plus sauvages. Évidemment il faut faire attention si on s'engage sur des terrains un petit peu difficiles, un petit peu compliqués, mais ne soyez pas contraints par les jets. Voilà, n'hésitez pas à improviser selon votre forme, votre envie du moment. En fait, sur une aventure comme ça, je crois qu'il faut se laisser aller. On a tendance à vouloir un peu trop planifier, à se dire par exemple, bah tiens, le premier soir je vais bivouaquer ici, le deuxième soir je vais bivouaquer ici, le troisième soir je vais dormir dans cette auberge, et tiens, si je les appelais dès maintenant pour réserver, enfin, se préparer c'est très bien, avoir des emplacements de bivouac en tête c'est très bien, savoir où se trouvent les campings par exemple sur notre itinéraire c'est très bien aussi. Tout ça, ça nous permet d'avoir plusieurs options en tête et de faire plus facilement face aux imprévus par exemple. En revanche, c'est vraiment pas pertinent je pense d'avoir un tracé, un planning défini à l'avance avec des étapes précises. Le bivouac nous offre cette liberté de pouvoir choisir un lieu où dormir avec beaucoup de flexibilité. C'est peut-être dommage de pas se laisser de marge d'improvisation, d'autant plus qu'on est toujours soumis aux aléas météo, mais aussi à notre propre condition physique, des éventuelles blessures, peut-être une baisse de forme, une baisse de morale aussi. Donc il faut pas se prendre la tête par rapport aux étapes et pas stresser par rapport au spot de bivouac, un spot de bivouac qu'on avait en tête parce qu'on voulait vraiment dormir ici. Je veux dire, ok, c'est vrai qu'on veut toujours avoir le spot de bivouac parfait, mais en fait c'est pas toujours possible, et c'est tant mieux. Et notez que pour l'itinérance en gîte, en refuge, etc., c'est encore pire, puisqu'on est tenu à l'étape, on a des réservations, etc. Et alors oui, c'est plus confortable parce que on a un sac plus léger, on sait qu'on va dormir dans un lit tous les soirs, mais pour moi les contraintes que ça apporte, si vous pouvez le faire en bivouac, pour moi c'est juste c'est tellement magique. Vous avez vraiment cette flexibilité et cette immersion en fait que vous retrouvez moins avec les établissements type hôtel, refuge, enfin etc. quoi. Et puis attention, c'est pas parce qu'on part avec sa tente qu'on est obligé de dormir tout le temps dedans, de faire que du bivouac. Je pense que le mieux ça peut être de faire un petit mix. Pendant ma traversée, j'ai fait aussi beaucoup de camping. Je vous jure que c'est trop bien. Vous avez la douche, les sanitaires,
souvent une salle hors sac pour manger, de l'électricité pour recharger vos appareils, tout ça pour 5, 10, 15 euros. Franchement, c'est vraiment une très bonne option. Tout ce qui est gîte, auberge, refuge, etc., hôtel même, pourquoi pas, ça peut être aussi une bonne option. C'est clairement l'option la plus chère, mais c'est vrai que parfois vous avez vraiment envie de vous requinquer, de dormir comme un loir après des journées un peu difficiles, surtout s'il y a des intempéries. Donc ça peut être aussi une très bonne option. À voir aussi en fonction de votre budget. Moi, c'est sûr que je conseille pas forcément de le faire tout le temps parce que ça va être un gros budget à la fin, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien quand même. Et puis remarquez qu'en début ou en fin de saison, même on peut tomber sur des petits gîtes vraiment pas chers, genre pas plus chers que certains campings, je vous jure, et on est très bien. Il y a aussi l'option de dormir chez l'habitant. Alors il faut oser demander. Moi personnellement, j'ose clairement pas. Et je l'ai fait une fois personnellement sur ma traversée parce qu'on m'avait gentiment proposé. Puis j'ai dormi aussi quelques fois chez des amis. Mais ouais, voilà, faut oser demander. Je sais que c'est pas forcément évident. Remarquez que ça permet de faire aussi de très belles rencontres. Je pense que le mieux, c'est vraiment de composer avec ces différentes options, voilà, en fonction de sa forme du moment, en fonction de son envie et de son budget aussi, bien sûr. Des fois, c'est vrai qu'on a vraiment envie d'un bon lit, d'un vrai lit, et des fois, à l'inverse, on a vraiment envie d'être tout seul, d'être tranquille, d'aller foutre sa tente dans l'endroit le plus calme et isolé, et dormir à la belle étoile, tranquille, quoi. Voilà, c'est à titre d'exemple, donc sur 45 nuits, j'ai fait 18 nuits en bivouac, 13 nuits en camping, 10 dans, disons, refuge, hôtel, gîte, voilà, et 4 nuits chez l'habitant, enfin en tout cas, j'étais hébergé, disons, à titre gracieux. Donc voilà, au total, on voit que ça nous fait 31 nuits sous la tente et 14 nuits avec un toit sur la tête, donc pour moi c'était le bon équilibre, je me suis senti bien comme ça. Après c'est vraiment à voir en fonction de vous, en fonction de votre budget, encore une fois. Certains préféreront faire exclusivement ou quasi exclusivement du bivouac, pour d'autres ce sera plutôt 50-50. Ça pour le coup c'est vraiment à vous de voir. Je vais vous parler aussi de quelque chose qui me semble important. Il faut avoir conscience que la réalité d'une aventure comme celle-ci, elle est différente de ce que vous pouvez voir en vidéo. Ça, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est pas assez abordé. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les réseaux, notamment YouTube et Instagram, on a tendance à se focaliser sur les meilleurs moments et à nous vous montrer que ces moments-là. Et à voilà, à passer un petit peu à la trappe les moments moins glamour, les galères, etc. Et pourtant, ces moments-là, ils représentent une part non négligeable, voire assez importante dans ce genre d'aventure. J'essaie dans mes vidéos de vous parler un petit peu aussi de ces moments-là, mais c'est pas évident. Ça a vite tendance à pourrir un petit peu l'aspect, disons, cinématographique des vidéos, ce qui est pas forcément le but non plus. Ce que je veux dire, c'est que oui, encore une fois, c'était une aventure incroyable, c'était complètement fou. Je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai plein de souvenirs dingues. Mais pour autant, à certains moments, je vous jure, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et oui, bah oui. Quand vous vous tapez des journées de marche entière sous la canicule, sous 40 degrés, ou que vous vous tapez des journées de pluie où il pleut sans cesse, tout le temps, et tout, vous êtes complètement trempé, et vos affaires ne sèchent même plus, vous avez froid, que vous passez des nuits pourries, vous dormez presque pas, quand vous vous faites mal à un genou, une cheville, que vous êtes obligé de vous arrêter carrément pendant X temps en espérant que ça passe, quand vous tombez malade, et que vous tapez une diarrhée des enfers, et voilà. Ça arrive. Et croyez-moi, dans ces genres de moments, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je m'inflige ça, en fait? Alors oui, après coup, évidemment, on sait pourquoi on le fait, mais sur le moment, quand vous avez une galère qui est un truc, je vous parle d'un truc vraiment pénible, vous avez plus le moral, et franchement, c'est difficile de relativiser, et dans ces moments-là, le seul truc qui nous fait continuer, c'est vraiment le mental, en fait. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas du tout pour vous dégoûter, évidemment, c'est juste parce que je pense que c'est mieux de savoir à quoi s'attendre quand on part faire un truc comme ça. Des galères, il y en aura toujours, c'est normal, et statistiquement, plus vous partez sur quelque chose de long, plus vous avez des chances d'avoir des galères et des moments compliqués. Le chemin, il est jamais comme on l'imagine, il y a des moments où vous serez déçus, des moments où vous en aurez marre, vous aurez pas le moral, et vous savez quoi, mais c'est normal. Et si vous en pouvez vraiment plus, mais c'est ok de s'arrêter temporairement, ou même de s'arrêter tout court et de rentrer, il y a aucun problème, vous n'avez rien à prouver à personne en fait. Quand j'ai fait cette traversée, j'ai parlé avec plusieurs randonneurs itinérants, des gens qui avaient souvent plus d'expérience que moi,
Et c'était... Eux, ils avaient un discours qui était en fait très différent de mon état d'esprit. C'est-à-dire que pour eux, ils me disaient, écoute, moi, tant que ça va, tant que j'ai le moral, tant que je prends plaisir, je continue. Et le jour où j'en ai marre, bah je m'arrête, puis c'est tout. Si je vais au bout, c'est bien, si je m'arrête avant, c'est très bien aussi. Et moi, j'étais assez surpris d'entendre des choses comme ça, parce que moi, quand je suis parti, j'étais vraiment... mon état d'esprit, c'était il faut que j'aille... Voilà, je dois aller au bout. Si je m'arrête avant, en fait, je l'aurais vécu comme un échec personnel. Et du coup, à cause de cet état d'esprit, c'est vrai que je suis parti un petit peu sur des chapeaux de roue. Je me disais, voilà, je sens que j'étais en bonne forme physique, alors je me suis tout de suite mis des grosses étapes, malgré le fait que j'avais un sac très lourd, et j'ai pas du tout écouté mon corps en fait, pas une seule seconde. Et j'aurais dû démarrer plus progressivement. Et le 4e jour, bah, bam, début de tendinite au genou gauche, et j'étais obligé de m'arrêter. Donc j'ai fait un jour de repos dès le 5e jour. Moi j'ai pas marché du tout. Et là, je me suis remis en question quand même. J'ai fait un redémarrage plus tranquille, et je me suis dit, ok, non, en fait, faut vraiment que j'écoute mon corps, et que je fasse pas n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, quand je sentais que c'était ok pour moi, pour mon corps, voilà, que c'était ok de faire des grosses étapes, j'y allais. À l'inverse, si je sentais que j'étais pas dans un bon jour, je me forçais pas, et je faisais que 20-25 bornes, ok, c'est très bien. Et par la suite, j'ai plus eu aucun problème à ce niveau-là. À la fin, je me suis envoyé des grosses étapes, et j'ai pas eu la moindre douleur, même pas un début de courbature. Pourquoi ? Parce que j'avais fait cet effort d'écouter mon corps, et mon corps s'était habitué à l'effort, et de la bonne manière. Donc ça, c'est vraiment une leçon que je retiendrai, c'est que si on veut marcher le plus longtemps possible tout en prenant du plaisir, donc en gros faire durer le plaisir, il faut vraiment écouter son corps, il faut y aller progressivement, surtout quand on est un peu un diesel comme moi. Une fois que la machine est lancée, ça déroule bien, mais voilà, faut pas accélérer à froid, parce que ça peut casser le moteur tout simplement. Je précise que je n'ai absolument aucune compétence en mécanique automobile. C'est ce que je peux vous dire en tout cas, ce que je veux et ce que je peux vous dire après avoir vécu une expérience comme celle-ci. C'est des choses dont on n'a pas forcément conscience avant de partir, et c'est aussi pour ça que je vous les partage. Cette expérience-ci, elle m'a apporté un petit peu cette expérience, cette maturité que je n'avais pas avant. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux avec ce genre d'expérience, c'est que ça vous fait grandir là-dedans. Ça permet de répondre à plein de questions qu'on se pose en tant que personne, en tant qu'être humain. Ça fait très cliché dit comme ça, mais je vous jure que c'est pas des conneries. Bon, voilà, j'étais un peu trop sérieux peut-être. On va passer à la deuxième partie, donc la partie FAQ. Ce sont des questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Je suis désolé, je peux pas traiter toutes les questions, il y en aurait trop, donc j'ai fait une sélection. Sinon, clairement, en plus, me connaissant, la vidéo aurait duré littéralement 1h30. Je pense que vous étiez pas prêts pour ça. Première question. Si tu devais recommander un segment du parcours, environ 7 jours de marche, ce serait lequel ? Alors c'est compliqué. En fait ça dépend vraiment de vos préférences. Voilà, si vous préférez plutôt la moyenne montagne, les forêts, assez logiquement le Jura, ou même le début de la grande traversée des Alpes. Si vous êtes plutôt haute montagne, assez logiquement encore, tout ce qui va être Queyras, Vanoise, Mercantour, les cerces aussi, voilà, c'est des massifs où vous avez moyen de monter très haut, à plus de 3000 mètres, tout en restant en mode rando. La partie bassin du Léman, il y avait des belles choses. Maintenant je vais pas dire que je la conseille, il y a beaucoup de routes, beaucoup de goudron, donc je veux pas dire que je la recommande. Envisages-tu de voyager à l'étranger pour de futurs projets ? Possiblement, pourquoi pas. Pas à court terme, peut-être plutôt à moyen long terme. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'arpenter la Patagonie, la Nouvelle-Zélande, l'Ouest américain aussi. Maintenant pour l'instant je préfère vraiment découvrir, on va dire, la France en profondeur. Je pense vraiment qu'on a de la chance d'avoir un terrain de jeu exceptionnel, on a une diversité de paysages qui est incroyable, et en plus si on rajoute effectivement les pays frontaliers,
Italie, Suisse, Espagne, bah en fait on n'a pas besoin d'aller très loin pour en prendre plein la vue quoi. Maintenant oui, j'ai cette envie, j'ai cette curiosité effectivement de découvrir des territoires plus lointains, plus sauvages. Je rêve du PCT, bon, que tout le monde connaît, du GPT aussi, le Greater Patagonian Trail, qui est un thru-hike ultra hardcore en Amérique du Sud. Voilà, tout ça c'est des trucs que je garde en tête, que je me mets pas la pression pour autant, je me dis pas ah, faut absolument que je les fasse dans moins de 5 ans, non. Peut-être que le PCT, j'aurai l'occasion de le faire dans, je sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou même 20 ans, ou même jamais. Et je suis ok avec ça. As-tu des peurs? Si oui, lesquelles? Et comment as-tu fait pour y remédier? Oui, principalement la peur de l'échec. Hein, voilà, comme je le disais un petit peu au début. Cette inflammation au genou, en début de traversée, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur parce que je savais pas vraiment ce que c'était, je savais pas si c'était grave, si ça allait durer, est-ce que j'allais devoir mettre un terme à ma traversée au bout de 4 jours. Ça aurait été très très dur. Ça m'a mis une petite claque et puis ça m'a forcé à écouter mon corps, tout simplement. À redémarrer, à faire un sorte de reset. Et c'est ce que j'ai fait, et par la suite j'ai plus eu aucun souci à ce niveau-là. Combien de jours de nourriture prenais-tu sur la GTJ et la GTA en moyenne? Environ 2 jours, honnêtement je pense pas que ce soit pertinent de prendre plus. En fait que ce soit sur la GTI ou sur la GTA, vous redescendez très souvent en vallée, dans des villages, et on trouve tout le temps des épiceries ou des moyennes surfaces. Donc voilà, 2 jours, franchement ça suffit largement. Alors effectivement il y a juste une petite portion sur le GR52 dans le Mercantour de Saint-Dalmas à Sospel, où là vous avez rien, vous avez pas une épicerie, il y a juste quelques refuges. C'est à peu près 70 km je crois, avec pas mal de dinives. Donc si vous préférez de le faire sur 3-4 jours, cette portion là, bah prenez 3-4 jours d'autonomie en bouffe, en conséquence, sauf si vous prévoyez de manger quelques fois en refuge. Mais globalement, sur la GTJ, GTA, 2 jours ça suffit. Quel est le meilleur passage pour faire un bout de la GTJ? Alors bon, ça dépend encore une fois de vos préférences. Maintenant, la majorité des GTJistes vous diront, et je suis totalement d'accord avec ça, que la plus belle étape, c'est celle entre l'Elex, enfin de l'Elex à Bellegarde. Enfin, maintenant on dit Val-Sorone, de Bellegarde à Val-Sorone. En fait, ouais, c'est l'étape de la haute chaîne du Jura, vous avez des crêtes absolument magnifiques avec des points de vue de fou. Le Mont d'Or, c'est très très beau aussi, donc si on veut faire les deux, moi je vous conseille de m'établir à Val-Sorone. Comme ça, vous faites le Mont d'Or, la haute chaîne du Jura, l'Urizou, enfin plein de super beaux coins. Ça fait à peu près 150 bornes, donc vous comptez peut-être, je sais pas, 4, 5, 6 jours, voilà. Allez, la dernière question, quel a été ton plus beau souvenir? Alors ça c'est difficile, il y en a eu tellement, je vais vous en partager 3. Le premier, c'est l'arrivée au sommet du Pao Toro, donc dans le massif du Gifre. C'était le 4e jour dans les Alpes. Je pars à 5h30 du mat, et là il est 8h du mat, donc je suis juste en dessous de ce fameux Pao Toro, et là il y a un énorme gypaète qui passe juste au-dessus de moi, j'étais complètement euphorique. Et là, donc j'arrive en haut de ce col, qui est très alpin, en fait c'est plus une brèche, qui culmine à 2550 mètres, et il y avait encore pas mal de neige du coup en face nord, donc j'avais pris piolet crampon, et puis j'arrive en haut de ce fameux col, et alors là c'est la claque totale quoi, j'en revenais pas, c'était magnifique. J'avais une vue incroyable sur tout le massif du Gifre, le Mont Blanc, derrière je voyais le Jura, et tout au fond j'avais même un aperçu sur la barre des Écrins qui était à 140 km. J'étais tout seul, enfin c'était le matin, et en plus il y avait aussi ce côté psychologique, j'en étais à peu près pile à la moitié de toute ma traversée. Et ouais, non, c'était vraiment un moment très fort. Le deuxième, un peu similaire mais un peu différent aussi, c'est l'arrivée au sommet du Pas du Diable, donc cette fois-ci dans le Mercantour. Dernier jour de la traversée, donc on est le 16 juillet. Pareil, je pars très tôt, je pars à 5h30 du mat, donc là il doit être 6h, 6h30. J'arrive en haut de ce fameux Pas du Diable qui est un petit peu le dernier vrai col de cette traversée à 2430 mètres. Et là, j'ai les larmes aux yeux, quoi. C'est tellement... la lumière est magnifique, et puis ça y est, je vois vraiment le relief qui est comme ça, qui s'enfonce, et puis
Après, plus du tout de relief à l'horizon, juste une mer de nuages à perte de vue. Et je savais qu'en dessous de cette mer de nuages, il y avait la Méditerranée. Et ouais, c'était un moment super fort, c'était incroyable, j'étais pas euphorique, j'étais juste posé, quoi. J'étais posé, calme, satisfait, vraiment cette sensation de satisfaction. Je me suis dit, ça y est, tu l'as fait, quoi. Et paradoxalement, peut-être, ce moment-là a été beaucoup plus fort pour moi que l'arrivée à la plage à Menton le soir même, qui était pourtant vraiment la vraie fin. Et puis allez, le troisième, je pense que pour le coup, c'est vraiment, oui, c'est vraiment mon plus beau souvenir de toute cette traversée. Je pense que je peux le dire, c'est le Mont d'Or, dans le Haut-Doubs. Nous sommes donc le 8 juin, réveil assez matinal encore. Je commence de marcher, il doit être 7h30, 8h peut-être par là. Dites-vous qu'à ce moment-là, donc c'est le 8e jour de ma traversée, et 2 jours avant, j'étais dans un hôtel de seconde zone à Pontarlier en essayant de soigner mon genou. Donc j'étais encore pétri de peur, de doute, même si j'avais mon mal clairement, mais j'étais pas bien, quoi. Je monte dans les ambiances matinales, la nature se réveille tranquillement d'une nuit très fraîche. Je m'approche du sommet du Moron, qui est un petit sommet avant le Mont d'Or, et là je sais pas, plus je monte, plus j'ai une sensation que je sais pas, il va se passer quelque chose, quoi. L'atmosphère est pure, il y a eu beaucoup de vent les jours précédents, et je sais, pour y être déjà allé, parce qu'en fait c'est pas très loin de chez moi, que au sommet, quand l'atmosphère est bien pure comme ça, on a une vue de zinzin sur toutes les Alpes. Donc là je me réjouis d'avance, et j'arrive au sommet du Moron, et là... C'était 1000 fois mieux que ce que je m'imaginais. C'était surréaliste, il y avait une ambiance incroyable, j'en revenais pas, j'étais bouche bée. Et puis bon bah je poursuis jusqu'au sommet du Mont d'Or, et là bon je suis tout seul, encore une fois. Et là j'ai ressenti une sensation de joie, mais comme j'avais peut-être jamais ressenti, c'était juste, ouais, c'est difficile à expliquer. J'avais l'impression vraiment d'être à l'endroit parfait sur Terre, au moment parfait. Et que tout ça, bah, c'était juste pour moi. En fait, je me sentais tellement bien, et j'étais tellement ailleurs dans ma tête que je me suis dit, mais en fait, je suis chez moi, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression d'être au bout du monde. Et je conclurai là-dessus, c'est que, avec l'itinérance, mais quelle qu'elle soit, en fait, je pense, que ce soit à pied, en vélo, en kayak, peu importe, vous êtes tellement dans un autre monde, dans un autre mode de vie, que même si vous êtes à 1 heure de chez vous, même si vous êtes dans un endroit que vous connaissez, et bah dans votre esprit, vous êtes loin de chez vous, vous êtes loin de votre quotidien, comme si pendant quelques semaines ou quelques mois, vous étiez une autre personne. Et la personne que vous êtes dans ces moments-là, elle déteindra sur vous dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous aurez un autre regard sur certaines choses, vous serez plus résilient, vous serez plus patient, plus persévérant aussi, sans doute. J'ai un peu l'impression de me prendre pour un vieux sage quand je vous dis ça, mais... c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que je ressens encore, et l'itinérance nous apporte des joies, des sensations qu'on n'a jamais connues ou qu'on a oubliées. Et pour tout ça, tout ce que ça nous apporte, entre nous, allez, vous savez quoi? J'accepte la pluie, j'accepte les galères, j'accepte un matelas qui pète, j'accepte les risques, parce que, en fait, le jeu en vaut largement la chandelle, mais largement. Tout ce que nous apporte l'itinérance, que ce soit sur le moment ou après, en fait ça n'a pas de prix, voilà, bah c'est tout. Je vous invite aussi à me partager un petit peu, enfin à partager avec les autres aussi, dans la section commentaires par exemple, qu'est-ce que la marche, ou disons qu'est-ce que l'itinérance de manière générale vous apporte ou vous a apporté. Ça peut être intéressant de comparer un petit peu nos expériences par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. L'idée c'était vraiment de vous parler à bâton rompu tout simplement. C'est pas une vidéo que je pensais faire honnêtement, mais finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, et je pense que ça peut être très intéressant de partager un petit peu ces réflexions là, notamment pour des gens qui voudraient se lancer, ou qui débutent un petit peu dans l'itinérance tout simplement. À ce tantôt là-haut, et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et là du coup je suis... Putain merde.